retrouve comme d'habitude pour notre point éco presque mensuel avec un sujet qui s'est imposé à nous cette semaine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité est extrêmement agitée, anxiogène même, je dirais, et ça s'est traduit par des mouvements de marché très importants. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, bien évidemment, de l'offensive israélienne et américaine à l'encontre de l'Iran, qui, au-delà du bilan humain, bien sûr, met sous tension les marchés financiers et met en particulier sous pression les prix des matières premières énergétiques. Et on va voir que ce qui se passe actuellement en Iran pourrait rapidement avoir des conséquences directes sur les conditions de financement que la banque est en mesure de proposer et sur notre grille de taux de manière générale. Et moi, mon objet ce matin, ça va être montré par quel canot ça va passer. Donc, que se passe-t-il? Donc, comme vous le savez, le week-end dernier, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive majeure vis-à-vis de l'Iran qui s'est rapidement traduit par un embrasement de la région. Et cet embrasement, donc, il a des impacts sur les marchés des matières premières. Pourquoi? Pas parce que l'Iran est un acteur majeur du marché pétrolier, parce que fondamentalement, l'Iran, c'est que 2% de la production mondiale, avec une production qui en plus est soit consommée, soit exportée vers la Chine. Donc, c'est pas un acteur majeur, mais bien évidemment, c'est un sujet pour les matières premières parce que c'est une région stratégique. Vous voyez à droite, je vous ai mis une carte que je suis incapable de commenter en détail, mais qui montre les gisements gaziers et pétroliers de la région. Et vous savez que cette région concentre une partie importante de la production. Or, qu'est-ce qui se passe depuis le début de la semaine? Eh bien, premièrement, le détroit d'Ormuz, par lesquels transitent un cinquième, donc 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, est bloqué. Donc, on a des exportations de pétrole qui ne peuvent plus arriver à destination et donc des risques de rupture d'approvisionnement, notamment pour l'Asie, parce que tout ça, ça part plutôt vers la Chine, l'Inde et le reste de l'Asie. Donc, arrêt du détroit d'Ormuz et en plus, atteinte directe sur les capacités de production des pays. C'est-à-dire qu'on a eu des bombardements sur plusieurs sites de production et notamment au Qatar, sur la plus grande usine de gaz naturel liquéfié du monde. Et tout ça, forcément, ça interroge sur la trajectoire future des prix des matières premières. Et ça s'est retranscrit assez rapidement puisque vous voyez que sur le graphique de gauche, je vous ai mis d'une part en gris le prix du baril de pétrole de Brent et en rouge le prix du gaz. Donc ça s'appelle Dutch TTF. En fait, c'est la référence du prix du gaz en Union européenne. Et vous voyez que sur ces deux mesures, on a eu une forte hausse. Le prix du pétrole dépasse les 85 dollars, donc au plus haut depuis 3 ans. Tandis que sur le prix du gaz, on a aussi eu une très nette hausse. On fait en fait plus 70% depuis le début de l'année. Donc quand je dis plus 70% depuis le début de l'année, ça fait peur. Toutefois, faut quand même recontextualiser ça aussi à ce stade, c'est-à-dire que les hausses sur les prix des matières premières qu'on observe actuellement sont importantes, mais relativement modérées au regard de ce qu'on avait eu lors de la crise ukrainienne. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite sur le graphique que je vous ai présenté. Hein. Le prix du pétrole est encore loin des plus hauts qu'on avait atteints à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et pour ce qui est du gaz, c'est exactement la même situation. Néanmoins, les risques sont importants. Les risques sont importants que ces prix des matières premières partent beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, si on regarde de plus près ce qui s'est passé sur les marchés financiers, on a eu une première phase de hausse de ces prix du pétrole et depuis, on se stabilise. Pourquoi? Parce que la question centrale aujourd'hui, auquel personne n'a la réponse, enfin, si ce n'est peut-être Donald Trump, c'est quelle sera la durée du conflit, la durée et l'ampleur du conflit. Ça, c'est toute la question et c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse parce que, à l'heure actuelle, on n'a pas de visibilité sur les objectifs des différents belligérants. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est quoi l'objectif de guerre des États-Unis et donc on ne sait pas à quelles conditions cette guerre pourrait arriver à terme. Et dès lors, vous comprenez en fait que on est aujourd'hui dans une forme de situation binaire. Deux scénarios s'offrent à nous. Soit le conflit est de courte durée, c'est-à-dire il ne dure que quelques semaines, et donc on peut espérer une reprise de la production mondiale de pétrole et des flux d'hydrocarbures. Et dans ce cas-là, on a une normalisation des prix du pétrole. Alors ça laissera quand même des traces, hein, c'est quand même un à-coup. Hein. Il y aura notamment des capacités de production qui vont être difficiles à récupérer, mais reste qu'on est sur quelque chose de temporaire et une forme de retour à normal. Le premier scénario, qui est compatible en fait avec le scénario que je vous prescrivais, que je vous décrivais jusqu'alors, finalement, c'est un peu le scénario de la continuité, ou alors un scénario alternatif dans lequel ce conflit dure, voire s'embrase,
Et dans ce cas-là, on a des prix des matières premières qui peuvent partir beaucoup plus haut et on peut risquer une redite de la crise énergétique. Donc voilà, encore une fois, deux scénarios très différents et qui peuvent, je vous le dis, avoir des conséquences directes sur les taux et les conditions de financement qu'on est en mesure de proposer. Pourquoi ça? Eh bien, parce que comme on en a très souvent parlé ici, je pense, ce qui est déterminant pour comprendre aujourd'hui l'évolution des taux d'intérêt à court terme, notamment le taux du livret A ou encore le taux de l'Euribor 3 mois, qui sert de référence notamment pour les taux variables, eh bien, c'est la politique monétaire de la BCE. Et d'ailleurs, je vous ai remis, comme d'habitude, les taux directeurs de la BCE à droite. Celui qui nous intéresse, c'est le taux de dépôt, la courbe bleu foncé, ainsi que l'Euribor 3 mois. Ça aussi, je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais le taux, donc encore une fois, le taux monétaire est le taux qui détermine les produits de placement à court terme. Et ce taux, il est déterminé par quoi? Il est déterminé par la BCE qui regarde de très près le niveau de l'inflation. Elle a pour mandat la stabilité des prix. Il s'agit que l'inflation reste à 2%. Or, l'inflation en zone euro, aujourd'hui, où est-elle? Eh bien, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. L'inflation aujourd'hui en zone euro, c'est la courbe rouge. Elle est à 1,9%. En février, la croissance annuelle des prix atteint 1,9. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on considère qu'elle est à un niveau approprié. Elle est à la cible, à 2%. Mais vous comprenez bien qu'avec ce qui se passe actuellement sur les prix des matières premières, on a aujourd'hui le risque de voir l'inflation repartir significativement à la hausse. Et si l'inflation repart significativement à la hausse, en cas de hausse prolongée et plus importante des prix du baril, eh bien, vous pourriez avoir une banque centrale européenne qui serait obligée d'augmenter ses taux directeurs. Et donc, vous avez des pressions sur les taux courts qui remettent en fait en cause le scénario que je vous décrivais jusqu'alors. Parce que quel était le scénario que je vous décrivais et qui était celui du consensus d'ailleurs? Eh bien, c'est le scénario qu'on voit sur cette diapositive. Jusqu'alors, ce qu'on vous disait depuis un an maintenant, c'est que les anticipations prévoyaient que l'inflation en zone euro, donc la croissance des prix, allait se stabiliser autour des 2% et que ce contexte allait permettre à la BCE de, elle aussi, stabiliser ses taux directeurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le graphique de droite. Hein. La courbe bleu clair, c'est le taux de dépôt. Et si on prend la courbe bleu foncé, ce sont le consensus des économistes. Hein, on interroge des économistes, enfin pas nous, mais la BCE interroge 70 économistes tous les 2 mois, leur demande où est-ce que vous pensez que les taux vont aller. Vous voyez, l'idée, c'était une stabilisation au cours des 2 années à venir. Mais ça, c'était avant ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé cette semaine. Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, avec cette tension sur les prix des matières premières, on a aujourd'hui des investisseurs qui pensent que la BCE pourrait réaugmenter ses taux dès cette année, les réaugmenter de 25 points de base. Dans ce cas-là, ça signifierait que le taux de dépôt qui est à 2 repasserait à 2,25 en fin d'année. Et encore une fois, vous l'avez compris, ça dépend de l'évolution des prix des matières premières et de la durée du conflit. Mais on comprend, il y a un nouveau scénario, un scénario alternatif qui s'ajoute désormais dans nos perspectives économiques, parce qu'on a des pressions haussières sur l'inflation. Alors, un choc des prix de l'énergie, ça ne se traduit pas que par des pressions haussières sur l'inflation. Ça se traduit aussi par des pressions baissières sur l'activité. Pourquoi? Je pense que c'est assez intuitif. Si la facture de gaz augmente, si le prix de l'électricité augmente, si le prix du carburant augmente, eh bien, vous allez venir rogner le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises. Et donc, déprimer l'activité. Et c'est là où va être tout l'enjeu pour la Banque centrale européenne et c'est là où la politique monétaire est complexe. Parce que la Banque centrale européenne, elle doit s'assurer que l'inflation ne parte pas trop haut, donc qu'elle reste autour de 2%, mais elle doit aussi s'assurer que l'activité n'est pas trop déprimée. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un choc qui, à la fois, augmente l'inflation, mais baisse l'activité. Et tout l'enjeu de la BCE, c'est de se dire, bah, est-ce que si j'augmente mes taux maintenant, je risque pas de déprimer l'activité et, in fine, d'avoir une inflation qui sera plus basse à l'avenir, quoi. Parce que finalement, vous cassez l'économie et il y a plus de dynamisme. C'est tout l'enjeu qui se pose aujourd'hui et qui va se poser dans les trimestres à venir si ce conflit dure. Et c'est d'autant plus un enjeu que c'est une question qu'on s'est déjà posée il n'y a pas longtemps. Puisqu'en 2021-2022, quand l'inflation a commencé à augmenter, vous voyez sur mon graphique à gauche, eh bien, elle a augmenté en partie à cause de la crise énergétique ukrainienne. Et qu'est-ce que les économistes se sont dit à ce moment-là, et j'en fais partie, je l'avoue, on s'est dit, bah, c'est un choc sur les prix des matières premières, ça sera sûrement transitoire et temporaire, et donc pas forcément besoin d'augmenter les taux. Or, l'histoire nous montre que ça n'a pas été le cas. L'inflation a plutôt eu tendance à s'ancrer et a obligé la Banque centrale à augmenter ses taux. Donc, vous comprenez, encore une fois, j'espère que je suis clair, hein, mais le scénario central, aujourd'hui, ça reste celui d'un conflit qui ne durerait pas et donc d'une Banque centrale européenne qui n'aurait pas besoin d'augmenter ses taux. Mais le scénario adverse, qui est celui d'un conflit qui dure et qui se durcit, ça se traduit par une augmentation des taux courts.
Donc voilà pour les taux courts, sachant quand je dis scénario central, scénario adverse, enfin j'ai aucune information privilégiée sur l'évolution du conflit iranien. Hein. C'est quelque part c'est un peu 50-50 quoi. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Donc ça, c'est sur les taux courts, mais comme je me plais à le répéter souvent, quand on considère les taux d'intérêt, il faut considérer à la fois les taux courts, qui vont déterminer encore une fois les produits de placement, et le Ribor 3 mois, donc les taux variables que vous proposez peut-être à certains clients. Et il faut distinguer les taux longs, qui eux vont déterminer notre grille de financement, et notamment les taux immobiliers. Et qu'est-ce qu'on observe du taux long? Du côté des taux longs, et ben, ce qu'on a observé avec cette crise en Iran cette année, c'est une nette hausse des taux longs. Les taux longs, vous voyez, je vous les ai mis sur les graphiques de gauche, là, donc je vous le montre à chaque fois aussi, celui-là, je crois. Ce sont les rendements obligataires souverains, c'est-à-dire les taux auxquels s'endettent les États à 10 ans sur les marchés financiers. On regarde ces taux parce que ces taux, en fait, nous permettent de comprendre l'évolution des taux qui sont pratiqués dans l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que si la courbe bleu clair, celle de la France, augmente, eh bien, ce sont des pressions haussières sur notre grille de taux aussi. Et le fait que les taux français aient augmenté au cours de l'année dernière, c'est ce qui explique pourquoi on est aussi plutôt sur des pressions haussières sur notre grille de taux immobilier. C'est pas du 1 pour 1, hein, mais c'est quand même le facteur principal qui explique ces pressions haussières sur les taux. Or, qu'est-ce qui s'est passé donc avec ce conflit iranien? Eh ben, on a eu des pressions haussières sur les taux. Pourquoi? Quelle est l'intuition? Eh bien, en fait, les marchés se disent, avec ce conflit iranien, on risque d'avoir une inflation durablement élevée. On risque donc d'avoir des taux directeurs qui s'inscriraient sur des niveaux plus élevés dans la durée. Autrement dit, le fait que les investisseurs ajustent leur anticipation de politique monétaire, ça entraîne des pressions haussières sur les taux longs. Donc, ce qu'on retient, choc sur les prix du baril égale pression sur les taux longs égale pression haussière potentiellement sur notre grille de taux. Autrement dit, un durcissement des conditions de financement. Donc, c'est vraiment là ce qui joue aujourd'hui. En fait, c'est une hausse des pressions haussières généralisées sur les taux en cas de choc inflationniste durable. Donc voilà, donc c'était vraiment l'enjeu que je voulais que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est le principal mécanisme auquel on fait face. Bien entendu, cette crise elle a des ramifications plus complexes. C'est vrai qu'il faut aussi avoir en tête que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est pas uniquement une histoire de matières premières. Ça peut aussi toucher nos clients et le tissu productif français par d'autres moyens. Par quels moyens? Outre donc l'électricité, le gaz et l'énergie, eh bien par une augmentation des coûts du fret. Et ça aussi, ça peut être un facteur inflationniste important, puisque vous avez vu, avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de tankers aussi et de porte-conteneurs qui peuvent être déviés, et qui vont préférer passer par l'Afrique du Sud, donc le cap de Bonne-Espérance, plutôt par le détroit de Suez. Et ça, c'est plus de délais de livraison et surtout des coûts plus élevés de livraison. Autre canal auquel on ne pense pas forcément aussi, c'est que outre le marché pétrolier, le détroit d'Ormuz, c'est aussi un endroit par lequel transitent beaucoup de matières premières plastiques et certains métaux comme l'aluminium. Et donc là aussi, c'est potentiellement des ruptures d'approvisionnement ou en tous les cas des pressions haussières sur les prix. Donc voilà, donc vous le comprenez, aujourd'hui, contexte compliqué sur les marchés, avec finalement on est quelque part à la croisée des chemins en termes de taux d'intérêt. Donc voilà pour moi. J'ai été assez synthétique sur les taux d'intérêt. Après, je peux détailler aussi plus en détail ce qui s'est passé sur les marchés actions. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais mon message principal aujourd'hui portait vraiment sur les perspectives de taux.